Mardi 8 avril 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans les informations de ce jour, parlons d'abord de la production sur notre chaîne. Le court-métrage Fin de Feinte, produite par Viva, est de retour sur notre chaîne depuis hier. Il est diffusé du lundi au vendredi à 19 h et la rediffusion de tous les épisodes le dimanche à midi. Fin de Feinte est un court-métrage joué par les animateurs des émissions de Viva et qui joue le rôle des gens au quotidien, des petites anecdotes de la vie pour le plaisir des téléspectateurs de Viva. Dans les actualités de ce jour également, parlons de l'affaire de Noussi Sakati. Le gouverneur de la région, Diana Tassiano Rakutmang, a fourni des informations concernant la controverse et les perturbations actuelles causées par certaines personnes concernant l'île Sakati à Nousbé. La réserve foncière touristique de Sakati, ou RFT, est un lieu mis en place par le gouvernement pour attirer les investisseurs susceptibles d'y construire des infrastructures à grande échelle dans le secteur du tourisme, ce qui contribuera grandement à atteindre l'objectif d'1 million de touristes à Madagascar d'ici 2028. Par ailleurs, le gouverneur a également mis en garde les politiciens derrière les troubles à Sakati. Mervoulet Sferen nous en dit plus. Seulement 17 hectares de Sakati à Passendav à Nousbé sont inclus dans la réserve foncière touristique ou RFT. La RFT est un lieu mis en place par le gouvernement pour attirer les investisseurs étrangers susceptibles d'y construire des infrastructures touristiques. Sakati n'est pas le seul site fait RFT à Nousbé et dans la région d'Iana. En effet, 87 hectares à Ankaran, 66 hectares à Geoffreville et 42 hectares à Nousbé sont également des RFT. Il convient également de noter qu'Issal, l'une des principales destinations touristiques de Madagascar, est une RFT et a attiré des investisseurs étrangers, dont beaucoup y ont mis en place de grands hôtels. Le gouvernement a également pour objectif d'attirer 1 million de touristes d'ici 2028, dont 300 000 à Nousbé. La mise en place de RFT permettra d'attirer des investisseurs étrangers pour construire de grandes infrastructures. En outre, cela augmentera également les revenus de la population et l'économie de la région, car les moyens de subsistance des habitants de Nousbé reposent sur le tourisme. Le gouverneur appelle donc le gouvernement à ne pas reculer. D'autre part, le gouverneur a déclaré que de nombreuses personnes veulent entrer de force dans la RFT de Sakati. Ainsi, la plupart de ceux qui sont derrière les perturbations sont soit des personnes qui y sont déjà entrées illégalement, soit qui envisagent d'y entrer. Il existe aussi ceux qui veulent s'opposer au projet du gouvernement et font tout ce qu'ils peuvent pour le perturber. Le gouverneur de Diana a mis en garde ceux qui ne pensent qu'à leur propre intérêt et appelle à la fin de la campagne de diffamation sur les réseaux sociaux concernant cette affaire à Sakati. Il a toutefois déclaré que la région Diana et toutes les autorités locales de la région Diana sont ouverts au dialogue. Et le 18 décembre 2024, le Conseil des ministres a statué sur la suspension de la prescription acquisitive. Dans cette optique, le ministère de la Justice a publié le 2 avril dernier une note relative au traitement des procédures de prescription acquisitive devant les cours et tribunaux. Face à cela, un avocat qui défend une victime de fraude foncière commise par le biais de la prescription acquisitive a exprimé sa satisfaction et remercie l'État pour cette décision. Toutefois, il a incité les hauts responsables étatiques à prendre les mesures nécessaires pour démanteler le réseau de faussaires qui utilisent la prescription acquisitive pour perpétrer leur forfait. Toujours un reportage de Mervoulet Sferen. À l'origine, la prescription acquisitive a été principalement instituée en vue de consacrer certaines situations de faits incontestés liés à une occupation paisible, effective et prolongée d'un terrain. Une mesure prise face aux difficultés pour les occupants de produire tous les documents nécessaires à la régularisation de leurs droits, alors que ce sont eux qui ont réellement une emprise permanente sur les lieux. Cependant, ces derniers temps, il a été constaté que cette procédure a été utilisée de manière abusive. Il en a résulté de nombreux contentieux, tant sociaux que judiciaires, car de nombreuses personnes se sont appropriées des terrains de manière frauduleuse à travers cette procédure, spoliant injustement de leurs biens ceux qui devraient légitimement en jouir. Face à de telles situations qui risquent de créer des troubles socio-économiques, le Conseil des ministres, en date du 18 décembre 2024, a pris la décision de suspendre la procédure de prescription acquisitive, laquelle fait intervenir plusieurs agents de l'administration
tels que les agents du service des domaines et de la propriété foncière. Et en complémentarité avec cette mesure, le ministère de la Justice a publié le 2 avril dernier une note ayant comme objet le traitement des procédures de prescription acquisitive devant les cours et tribunaux. Maître Rufin Vita, avocat à la cour, défend une femme dont la propriété Sis Ambouana Nousbe a été frauduleusement spoliée. Ainsi, cet avocat a émis sa satisfaction par rapport à ces mesures prises par l'État visant à mettre un terme aux fraudes foncières et aux falsifications en tout genre. Pour le cas de Nousbe, un vaste réseau de faussaires pratique ce genre de fraude par la prescription acquisitive, d'après toujours les explications. Par ailleurs, les escrocs vont même jusqu'à salir et utiliser le nom de personnalités influentes, affirmant que ce sont ces derniers qui bloqueraient l'avancement du dossier. Face à cette situation, l'avocat lance un appel pressant aux hautes autorités afin de prendre des mesures fermes pour démanteler ces circuits de spoliation foncière. Il sollicite même, si nécessaire, des enquêtes soient diligentées. L'avocat précise également que des plaintes ont été déjà déposées auprès des différentes juridictions concernées au sujet de ce réseau de trafiquants fonciers opérant à Nousbe. Ce réseau impliquerait des hauts fonctionnaires du service des domaines ainsi que des magistrats et des personnels de justice. Des dénonciations pour corruption ont également été transmises au ministère de la Justice en attendant des actions concrètes y afférentes. Dans la page économique de ce soir, la valeur de l'ariar a chuté de 7,56% face à l'euro en un an. Pour l'économiste Falier Riramakave, c'est le moment opportun pour vendre une partie des réserves d'or de la Banque centrale afin de rehausser la valeur de la monnaie nationale. Il estime également que Madagascar devrait davantage s'ouvrir aux autres pays pour exporter ses produits. Reportage signé Rotristel Rakotmalal et Yves Janel. Le 7 avril 2024, 1 euro valait 4650 ariars. Hier, selon le taux le plus élevé publié par la Banque centrale, il a atteint 5018 ariars. Cela représente donc une dépréciation de 7,56% de l'ariar en une année. Parmi les causes évoquées par l'économiste Falier Ramakave figure la baisse des prix des produits d'exportation comme la vanille ou le nickel, ainsi que la diminution des exportations malgaches. Il considère donc qu'il est temps de mobiliser nos réserves d'or à la Banque centrale. Pour rappel, cette dernière détient une tonne actuellement. L'économiste souligne également la nécessité pour Madagascar de diversifier ses marchés et de s'ouvrir aux autres pays tels que la Chine, l'Inde et l'Europe pour améliorer notre situation économique. Une ouverture d'autant plus urgente depuis la décision de Donald Trump d'augmenter les taxes douanières sur les exportations vers les États-Unis à 47%. Outre cette ouverture à d'autres marchés, il est aussi important de diversifier les produits destinés à l'exportation, comme le recommande la Banque mondiale. L'objectif de l'État cette année est d'avoir un taux de croissance économique de 5%. Et parlons à présent social au niveau des bourses d'études des étudiants. Après ceux de l'ESPA Woudvourne hier, c'est au tour de l'université d'Ankats où notamment les étudiants de la faculté des sciences de percevoir leur bourse de 3 mois et leur équipement aujourd'hui. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a été présente à cette distribution. Elle a rencontré les étudiants de la filière géologie appliquée au développement et à l'environnement qui ne sont pas dans la liste des bénéficiaires du fait que c'est une nouvelle filière. Néanmoins, la ministre a promis de solutionner leur cas au plus vite. Reportage. Après la distribution des bourses à l'École supérieure de Polytechnique d'Antananarivo Woudvourne, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, la professeure Chamina Lula, a suivi de près la distribution des bourses de 3 mois et des équipements à Ankatsu aujourd'hui, notamment pour les étudiants de la faculté des sciences. Dans la foulée, elle a rencontré les étudiants de la filière géologie appliquée au développement et à l'environnement qui ne sont pas encore inscrits dans la liste des bénéficiaires des bourses, étant donné que c'est une nouvelle filière au sein de la faculté des sciences. La ministre a proposé une solution selon laquelle des dispositions spéciales seront prises pour le paiement de leurs bourses, conformément au processus d'allocation budgétaire du gouvernement. D'autre part, des travaux sont également en cours pour améliorer les infrastructures estudiantines en général, comme les résidences qui disposent désormais d'un accès à l'eau et de la fourniture d'électricité.
Les étudiants pourront également bientôt profiter d'un nouveau campus selon la vision du gouvernement. Des initiatives pour lesquelles les étudiants ont exprimé leur reconnaissance envers l'État pour avoir écouté leurs doléances. La ministre de l'Enseignement supérieur a confirmé aujourd'hui que les portes de son ministère restent ouvertes pour d'éventuels dialogues. Et le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle a reçu aujourd'hui de l'UNESCO des équipements informatiques tels que des ordinateurs et des disques durs pour promouvoir l'utilisation de la plateforme numérique Orion Jeunes, une plateforme destinée à aider les jeunes dans le domaine de la formation et de la recherche d'emploi. Reportage de Ubra Sammanen et Anzara Razonarvel. Le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle poursuit ses efforts pour encourager les jeunes à entreprendre des formations. Raison de la création de la plateforme Orion Jeunes destinée à l'orientation des jeunes en matière de formation professionnelle. Il existe de nombreuses offres et demandes disponibles sur cette plateforme Orion Jeunes selon les informations. Afin de promouvoir l'utilisation de cette plateforme numérique et d'aider les jeunes dans leur formation, l'UNESCO a fait don d'équipements tels que des ordinateurs et des disques durs aujourd'hui au ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Toujours dans les actualités sociales, le modèle d'application du changement du système agricole sera mis en œuvre à Mbouibar dans le district de Manzakanjin. C'est ce qui ressort de la rencontre entre les maires de ce district et la secrétaire d'État chargée de la sécurité alimentaire. Le maire d'Mbouibar est convaincu de la politique de développement du président de la République et a déclaré que c'est le seul moyen pour sa commune de redevenir véritablement la localité risicole du district comme son nom l'indique. Martina et Sechangenab. Mbouibar, la localité risicole, n'est plus qu'un nom, car selon le maire, le docteur Fensou Ratsimanitchmanen, la production locale actuelle ne fait plus sa renommée. Selon les informations, les agriculteurs ne peuvent produire que 2 tonnes par hectare. S'ajoute à cela le coût des engrais et des infrastructures de production. Afin de redonner à la commune son véritable statut de village risicole, la commune a confirmé son engagement à travailler ensemble et à adopter les projets du président de la République Andradzuil, mis en œuvre par le secrétariat d'État chargé de la sécurité alimentaire. Les agriculteurs sont impatients de bénéficier d'engrais, de l'introduction de nouvelles technologies agricoles et attendent la modernisation des infrastructures de production. Un partenariat sera établi entre le SESA et les collectivités locales. Un site pilote pour le développement du site agricole sera implanté dans la commune d'Mbouibar, a annoncé la secrétaire d'État à la sécurité alimentaire, Taïnia Vurazanamaef. L'objectif est de s'unir afin de fournir des résultats rapides et efficaces pour chaque foyer. Le maire d'Mbouibar a été élu sous les couleurs du parti Fivoui. Pour lui, seule la politique de développement prime. Sa vision est de changer les conditions de vie de la population. Mbouibar est une commune ayant des potentiels fonciers. En plus du riz, plus de 90% des agriculteurs produisent des pommes de terre, mais aussi de nombreuses autres cultures. Exploiter le marché international, tel est l'objectif des PME et des agriculteurs. Pour ce faire, l'OIT et le ministère du Travail ainsi que les acteurs impliqués apportent des solutions afin que les 80% des Malagasy qui sont des agriculteurs puissent s'ouvrir vers l'exportation et le marché international. Reportage signé Felana Rokotoirsoul. Les coopératives qui regroupent des agriculteurs et des petites et moyennes entreprises jouent un rôle majeur dans le développement de notre économie, mais surtout dans la création d'emplois décents. Cependant, ils sont confrontés à des problèmes en raison de leur incapacité à accéder aux marchés internationaux. L'OIT, Organisation internationale du travail, et le ministère du Travail ont développé un projet visant à promouvoir les petites et moyennes entreprises et les coopératives dans les zones rurales. L'objectif est de leur permettre d'exporter leurs produits vers le marché européen afin que les agriculteurs regroupés en coopératives et PME aient la possibilité de se développer et de créer également des emplois pour la population locale. Il existe également des possibilités que des partenaires les appuient pour trouver des débouchés à travers la coopération sud-sud et triangulaire dans laquelle appartiennent Madagascar, le Kenya et la France. Des formations seront dispensées aux coopératives et aux PME pour leur permettre d'être compétitives sur le marché international selon les informations.
Un atelier visant à trouver une solution à ce problème a été organisé en fin de semaine par l'OIT et les parties prenantes concernées. Et c'est ce qui nous conduit aux actualités internationales. La Chine a promis aujourd'hui de combattre les droits de douane américains jusqu'au bout, malgré la menace de Donald Trump de nouvelles surtaxes. Les deux premières économies mondiales semblent prêtes à l'escalade, malgré la déroute des marchés financiers. France 24. Le bras de fer à haut risque se poursuit. Alors que Donald Trump maintient ses annonces chocs et refuse de reculer, la Chine prévient ce mardi, elle combattra les droits de douane américains jusqu'au bout. La Chine prendra les mesures nécessaires pour défendre fermement ses droits et intérêts légitimes. Si les États-Unis ignorent les intérêts des deux pays et de la communauté internationale et persistent dans une guerre tarifaire et commerciale, la Chine les combattra jusqu'au bout. Si la colère et les menaces de riposte restent les maîtres mots en Chine, d'autres en Asie essaient de tempérer et de trouver des solutions viables pour l'économie locale. Le ministre sud-coréen du Commerce suggère d'ouvrir davantage les échanges avec Washington. Au Vietnam et à Taïwan, on appelle à limiter les réactions précipitées. Avant le 3 avril, certains représentants étaient déjà en contact avec les États-Unis. Nous espérons donc que chacun nous accordera plus de temps. Nous essaierons d'en gagner autant que possible, comme tous les autres pays du monde. Nous disposons d'un plan global, nous avons les bonnes personnes et nous pourrons mener des négociations constructives. Comme une cinquantaine de pays auraient commencé à négocier selon la Maison-Blanche pour éviter une escalade incontrôlable et la perte de toute rationalité économique. Et justement, Donald Trump promet que la hausse des droits de douane profitera à l'économie américaine, mais sur le terrain, l'inquiétude grandit face aux taxes annoncées. De nombreux consommateurs se ruent déjà sur les produits importés pour faire des stocks. France 24. Les droits de douane. Face aux nouvelles taxes imposées par Donald Trump aux pays étrangers, les Américains font le plein par précaution. Dans les allées de ce grand magasin, ce salarié est venu spécialement pour acheter ses marchandises préférées avant que leur prix n'augmente. Je veux acheter des choses avant qu'elles ne deviennent trop chères avec les droits de douane. Du café de Colombie, de l'huile d'olive, elle vient d'Espagne ou d'Italie, je crois. Du vin, bien sûr, et des macarons qui sont produits en France. Avec ces nouvelles mesures, il craint pour l'état de l'économie américaine. Ça va faire du mal aux consommateurs américains, aux fermiers américains et aux exportateurs américains. C'est l'une des décisions politiques les plus stupides que j'ai jamais vues. Dans ce centre commercial, les clients viennent aussi acheter des vêtements. La plupart sont fabriqués en Asie, notamment en Chine, durement touchés par les droits de douane. Ce père de famille est venu en urgence ce matin faire ses achats. Je suis venu acheter des jeans pour ma fille. J'ai pris celui-là et un deuxième. J'ai entendu que les prix allaient augmenter, donc je me suis dépêché. Je vais acheter le plus possible, notamment les choses indispensables. Les vêtements, le papier toilette, les chaussures. Même chez les concessionnaires automobiles, les clients affluent avant que les prix des véhicules ne bondissent. Tout le monde dit que les prix sur les voitures vont augmenter. Donc on s'est dit, il vaut mieux venir maintenant, tant qu'on en a encore les moyens. Les Américains sont plus inquiets que jamais de voir cette guerre commerciale se transformer en nouvelle inflation pour leur panier de courses. Et sur le continent africain, en Tunisie, cela fait presque 2 ans que les oliveraies de la région d'El Amra, dans le centre-est de la Tunisie, se sont transformés en camps informels pour des milliers de personnes originaires d'Afrique subsaharienne. Face au mécontentement de la population locale, la garde nationale a démantelé ces camps de migrants, ne laissant nulle part où aller à ces exilés. France 24. On n'a rien à faire actuellement parce qu'on n'a pas le choix, on n'a même pas où aller. Parce que c'est ça.
même pour aller pour le retour volontaire au pays, au bureau de l'OIM. Ils te trouvent devant la porte. Ils vont apporter la personne en prison ou bien ils vont la porter au désert. أن وقت تعرضت الأرض للتكسير والتهشيم ثم استغلال المحصول وبيعه، استغلال الأشجار لقصانها وتحويلها لفحم وبيعانها، كما قلت لك الجرح كان كبير وتفكيري مبقاش يخمم في المحصول، نخمم كيفاش هالإرث اللي جانا من عند الوالد يوقع انقاذه. Maintenant, la Tunisie, maintenant, où vous voulez qu'on parte maintenant? La seule solution pour nous, laissez-nous le passage, puisqu'on puisse partir. On est là pour une but. Notre but, c'est pour partir en Italie. Laissez-nous la route puisqu'on puisse partir. Si vous nous donnez la route, donnez-nous juste 24 heures. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Dans quelques instants, vous allez suivre l'émission Nizouk ou Point de droit avec Seenoura Nirlant. Sur ce, restez avec nous et très bonne soirée à tous sur Viva. Au revoir.